Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir, chers amis internautes, chers téléspectateurs de ESAE Télévision. Vous êtes sur votre émission de décryptage de l'actualité internationale. Cet après-midi, nous irons au Zimbabwe. Nous allons faire un petit détour du côté du Sénégal. Nous irons également en Turquie et nous allons clôturer ce tour du monde par l'Empire nippon au Japon. Donc, pour vous, je reçois cet après-midi 3 personnes. Il s'agit de Guillaume Atigbe. Il est expert en questions syndicales. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonjour. Également avec nous cet après-midi, Adebada, il est juriste. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Bonsoir aux internautes. Le dernier panéliste, c'est Morgane Asokba Metondi. Bonsoir, Morgane. Bonsoir, Tatiana. Bonsoir à tous. Vous êtes de retour. C'est un grand plaisir. Vous nous avez manqué, hein? C'est réciproque. Voilà. Le décor ainsi planté, nous démarrons par le Zimbabwe, présidentielle et législative 2023. L'opposition essuie une nouvelle interdiction de rassemblement. Alors, élection au Zimbabwe, l'opposition passe un mauvais quart d'heure. Morgane. Est-ce un mauvais quart d'heure? Ça dépend de l'angle d'observation. L'opposition, c'est qui? L'opposition aujourd'hui, c'est le jeune Chamisa, avec quelqu'un qui s'est détaché de la mouvance. Il s'appelle Kouseré, si j'ai une bonne mémoire. Et donc, vous avez aujourd'hui une opposition reconstituée, qui n'est pas forcément une opposition qui passe un mauvais quart d'heure. Je dirais ce sont les acteurs politiques zimbabwéens qui sont en train de passer un mauvais quart d'heure en général. Parce que l'opposition aujourd'hui a un besoin de remporter. Et cette opposition traditionnelle, c'est celle de Chamisa. Mais aujourd'hui, cette opposition part avec un atout qui est que la mouvance dite, incarnée par le leader au pouvoir, se voit ramollie par des dissidents. Oui, mais c'est pas la première fois quand même au Zimbabwe. C'est pas une question de première fois ou de troisième ou quatrième fois. C'est une question de réalité. Les faits aujourd'hui, si on doit analyser les faits aujourd'hui, les faits mettent en difficulté la mouvance beaucoup plus que l'opposition. Maintenant, est-ce que cette opposition aujourd'hui aura la force nécessaire pour pouvoir remporter, bien que les faits mettent en difficulté la mouvance? Est-ce que c'est le caractère fonctionnel des choses qui font que l'opposition n'a jamais su conquérir le pouvoir, ou il y a d'autres aspects? Parce que n'oubliez pas que cette opposition a toujours critiqué la crédibilité du processus. Et si la crédibilité du processus n'est pas assurée, c'est tout à fait normal que, quelle que soit l'opposition ou les démarches ou les entreprises menées par cette opposition pour avoir son résultat, elle aura du mal à s'en sortir. Donc, je pense que la question est assez relative. Enfin, alors, monsieur Guillaume Atigbe, le principal parti d'opposition, la coalition des citoyens pour le changement, de nouveau dans l'œil du cyclone, quand on sait quand même que l'opposition, au niveau du Zimbabwe, quand on ne vous rase pas la tête, on vous interdit de rassemblement. Non, merci, et merci pour
on va convier quand même à ce débat. Je crois que les faits politiques comme sociaux doivent s'analyser de façon diachronique, c'est-à-dire par rapport à l'histoire. Que ce soit le président en exercice qui est là, Emerson, ou Chamisa, de l'opposition. Ils viennent tous de la même école. Hein? Ils viennent tous de la même école. C'est des gens qui sont restés tout le temps sous Mugabe. Donc, ils savent tous ces rouages-là. Si c'est l'opposition qui était à la place de celui qui est là, il agira de la même manière. Non, et ils se comprennent bien. Ils savent vraiment ce qu'ils font. Le président actuel qui est là, Nelson, il veut son second mandat. Il veut son second mandat. Ce qu'on appelle l'opposition, c'est une position, l'opposition là. C'est les mêmes. C'est juste un jeu de chaises. C'est un jeu de chaises, c'est les mêmes. Donc, très sincèrement, on n'a encore rien vu. Parce que Mugabe, qui quand même a un leader historique, et pour conserver le pouvoir pendant tout ce temps-là, il a fallu vraiment user de beaucoup de tact. Et puis, il a viré dans la dictature finalement. Oui. Donc c'est un peu comme ça. Donc l'épreuve de force, ça ne fait que commencer. Et dans quelques jours encore, c'est sûr que ça va nous révéler d'autres choses. Alors, Monsieur Bada, dites-nous un peu, ce rassemblement de l'opposition était très attendu parce que l'opposition s'attendait quand même à lancer sa campagne électorale et comme argument, le gouvernement a avancé qu'il n'y avait pas des toilettes. Les toilettes. Oui, mais... Est-ce que les toilettes peuvent empêcher un rassemblement? Au-delà des toilettes, ils ont parlé du parcours, ils ont parlé de l'impossibilité de soigner ou de secourir les gens en cas de grabuge. Et ils ont avancé des raisons assez pertinentes pour quelqu'un qui ne connaît pas la situation à l'interne, mais qui en fait sont des raisons, comme vous le dites, fallacieuses pour débouter ceux-là qui demandent la tenue de ce rassemblement. Mais il faut remarquer que le Zimbabwe a été pendant longtemps sous la dictature. Donc, en fait, l'opposition a toujours été une position factice, une position de faire valoir. C'est un peu dans ce point que l'a mis Mugabe de par l'exercice du pouvoir qu'il a eu à faire. Et tous ceux qui se réclament de Mugabe, parce que tous ceux qui sont là aujourd'hui se réclament tous de Mugabe de par leur formation politique, ils ont tendance à faire la même chose pour pouvoir se maintenir au pouvoir et pouvoir continuer leur mandat. Mais il y a un facteur qu'ils oublient. Mugabe, il a fait une certaine époque, qui n'est pas notre époque. Et nous n'avions pas les réseaux sociaux à l'époque. Et nous n'avions pas ce développement que nous connaissons aujourd'hui. Alors, l'opposition au Zimbabwe aujourd'hui a tout à gagner à essayer de proposer un programme qui est en adéquation avec les besoins et la volonté du peuple. Ça ne leur assurera certainement pas de gagner les élections. Parce que nous sommes dans un contexte où tout est possible, ne nous trompons pas. Et on dit souvent, on peut perdre au pouvoir et perdre le pouvoir. Pour ceux qui le savent et qui le disent. Encore que... Ça se discute, hein? C'est discutable. Oui, hein? C'est discutable. Mais bon, par ici, en Afrique, il paraît que il faut être idiot pour perdre le pouvoir quand on est au pouvoir. Et alors qu'il faut perdre le pouvoir pour pouvoir assurer l'alternance. Alors, l'opposition au Zimbabwe aujourd'hui devrait, on dit politique c'est plus éthique, utiliser une stratégie pour entrer dans le jeu de la mouvance sans se faire favoriser par la mouvance. De telle sorte que même si elle perdait les élections, elle pourrait avoir des gens clés à des postes stratégiques pour que les prochaines élections lui soient plus faciles à gagner. Alors, Morgane, je me retourne vers vous, vous qui êtes quand même l'expert en question, vous qui êtes l'expert en géopolitique. Cette attitude du président zimbabwéen, est-ce qu'elle n'entre pas en droite ligne
de ce que faisait déjà feu Robert Mugabe, même si aujourd'hui les cloches entre ceux qui se disent être les héritiers légitimes de Mugabe et le président Emerson Mnangagwa sont en train de changer. Ce serait de façon très, disons, aléatoire que de confirmer cela. Pourquoi? Parce que les choses ont changé. Si il y avait cette fidélité et cette capacité de Mugabe à garder tous ceux qui sont dans son entourage dans la droite ligne, il n'aurait pas perdu le pouvoir malgré son âge, puisqu'on a des présidents quand même en Afrique qui savent garder le pouvoir bien qu'ils soient âgés. Donc, je pense que... C'est qu'il y a un drame. Pas forcément. Nous regardons de l'autre côté, Biden, il est assez âgé, mais il est le chef de l'État des États-Unis. De ce côté-là, on ne regarde pas l'âge en Afrique. La problématique n'est pas l'âge. La problématique... la capacité à gouverner. Exactement. Et donc, vous pouvez avoir des êtres humains qui sont capables de gérer tout un pays de façon assez impressionnante, même s'ils sont âgés. Et je pense que le débat devrait se centrer sur la capacité de la personne à pouvoir gouverner, qu'on le veuille ou non. On a des chefs d'État qui sont très jeunes, mais qui n'arrivent pas à gérer leur pays. Parce qu'ils ne connaissent pas le pays. Mais c'est pour vous dire que la question de l'âge, telle qu'elle est souvent présentée, n'est pas le problème, de la même façon que la question du nombre de mandats, telle qu'elle est souvent présentée, n'est pas forcément le problème. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec vous. Hein, que je comprendrai, bien sûr. De toute façon, n'oubliez pas que nous menons ce débat au Bénin. Oui. Et qu'au Bénin, à 70 ans, on est hors cycle. On est hors cycle. Oui, alors oui. qu'aux États-Unis, à 70 ans, on est toujours partant. Je vous rejoins. Je dis l'âge n'est qu'un chiffre. D'accord. C'est ça. Mais il y a aussi un autre problème. Est-ce que, et je crois qu'il y a des journalistes qui ont écrit à propos, est-ce que l'Afrique est faite pour la démocratie occidentale? De toutes les façons, c'est un Je autre pense débat. que, vous l'avez dit tout à l'heure, il faudrait qu'on essaie de revenir à nos Nous valeurs. allons laisser Morgane chuter. Alors, la question qui m'était posée était de savoir est-ce que ce serait pas quand même tous appartenant? Oui. Il n'est pas forcément, il ne peut pas être en droite ligne avec le comportement de Mugabe parce que le peuple zimbabwéen a changé. Les aspirations ont changé. Et même lorsque vous regardez l'historique des différentes élections qu'on a eues récemment, en 2018, il a gagné de justesse devant Chamisa. Et on avait une mouvance unie face à une opposition qui est dispersée. Mais aujourd'hui, on a une mouvance qui est en train d'être dispersée. Et donc, les enjeux aujourd'hui... Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que le président Emerson Mnangagwa a décidé de mettre un peu à l'écart ces vrais caciques de la ZANU-PF? Justement, ce que Mugabe n'aurait pas forcément fait de la même façon. Et la question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la ZANU-PF qu'on a connue il y a quelques années répond encore aux aspirations du peuple zimbabwéen aujourd'hui? C'est pareil pour l'ANC qui a perdu de l'autre côté de l'Afrique du Sud la quintessence de son pouvoir, de son combat qui faisait que on avait une population qui se trouvait engagée et qui se trouvait représentée par ces partis politiques. Concernés. Et là, aujourd'hui, la ZANU-PF traverse la même crise. Donc, les partis politiques sont les gros problèmes et non forcément les personnes qui sont à la tête de ces partis. Alors, M. Guillaume Atigbe, qu'est-ce qui justifie souvent les arrestations que nous connaissons au niveau du Zimbabwe, toujours à l'approche des échéances électorales? Les syndicalistes qui sont mis aux arrêts, les hommes politiques, les acteurs de la société civile. Est-ce que c'est juste parce qu'on veut gagner les élections qu'il faut emprisonner tout ce monde-là? Non, mais je dis que ce sont les mêmes qui sont là. Je dis, je persiste, je dis. Et vous signez? Je signe. Non, ils ont fait la même école. Pour la plupart, c'est d'anciens syndicalistes. D'accord. Que ce soit Mugabe lui-même. Yes. Et puis tous ceux qui les Morgan Tsvangirai, il n'est plus là maintenant. Tout ce monde-là, ils ont fait la même école. Ils se connaissent très bien. Seulement, ce que... Comme quoi, le syndicalisme est un pas vers la politique. C'est la porte ouverte vers la politique. Pour beaucoup de gens. D'accord. Ok. Pour beaucoup de gens, c'est un peu ça. Donc, ils sont pratiquement en transition. Et ils n'arrivent vraiment pas, comme l'a dit Morgane, les époques ne sont pas les mêmes. Et ils n'arrivent pas à s'adapter
vraiment au contexte nouveau. Je dis, ceux qui sont là aujourd'hui, Oui. ils n'arrivent pas à s'adapter. Contexte nouveau avec les médias sociaux. Et c'est tout, ce qui fait le problème de l'actuel. L'autre a pu faire une coalition. Non, si les choses se passent dans la transparence comme cela se doit, l'opposition a de fortes chances Yes. de gagner. Hein? Parce que l'autre, on l'a essayé, bon, on l'a vu faire pendant 5 ans, et il n'a pas donné satisfaction. Il y a eu beaucoup de gens qui ont déserté vraiment son camp. Et qui ont rejoint l'opposition. Qui ont rejoint l'opposition. Donc, il fait tout pour empêcher que les choses aillent normalement. Hein? Ils disent que, bon, là on veut faire un meeting, on n'a pas débroussaillé le terrain, des trucs comme ça. Au Zimbabwe, moi je connais un peu le Zimbabwe. Hein? C'est pas, non. C'est-à-dire que c'est des alibis, hein, pour empêcher et gagner du temps. Et que ce soit dans cette ambiance-là, pratiquement, sans que les autres n'arrivent vraiment pas à mettre à réaliser leur projet, et tout ça là, faire la campagne nécessaire qu'il faut, ainsi de suite. Et que, bon, qu'on fasse les élections un peu dans cette situation confuse et tout ça là, c'est un peu ça. Lui, l'essentiel pour comment il s'appelle? Emerson Mnangagwa. Emerson, c'est d'avoir un nouveau mandat. C'est tout son problème. Alors, et les autres ne vont pas rester les bras croisés. Justement, les autres ne resteront pas les bras croisés. Monsieur Bada, cette campagne se déroule alors que 39 opposants ont été accusés d'avoir détruit le siège de la ZANU-PF. Dites-nous un peu, est-ce que ce sera une campagne? Est-ce que c'est une campagne calme, ou alors nous aurons de nombreux rebondissements? C'est une campagne à rebondissement parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en prison, ils ont des alliés qui sont dehors, qui ne voudraient pas qu'ils restent en prison longtemps. D'ailleurs, ils réclament déjà leur libération envers et contre tout, ce qui est légitime parce que on se rend compte que on est en train d'emprisonner en griffe les grands électeurs, ceux qui sont capables de changer le cours de l'histoire pour pouvoir museler une partie du peuple. Mais c'est un couteau à double tranchant. Parce que ce faisant, le peuple va se rendre compte que l'opposition aujourd'hui est en train d'adhérer à ses attentes et va donner sa voix à l'opposition sans que l'opposition n'ait besoin forcément de faire une campagne. On en a vu dans certains pays et on a de ces peuples qui réagissent en silence, mais dont le silence peut être très violent par rapport à la mouvance en place. Alors aujourd'hui, pour que la campagne puisse prendre un cours normal, il serait bien qu'Emerson révise sa position et quitte à ce qu'il libère ses opposants et une partie tout au moins, et il peut peut-être le faire au compte-gouttes pour qu'à la veille des élections, ils soient tous libérés, histoire de dire, bon, j'ai la volonté quand même que tout le monde soit libre. Oui, mais la question de savoir, est-ce qu'il est prêt à attendre le rameau d'olivier? C'est ça le problème. Emerson a un problème. On parle de politique là. On l'a dit tout à l'heure, ils sont tous de la même école, ils se connaissent. C'est des gens qui mangent ensemble, qui boivent ensemble, qui rient ensemble, dont les enfants sortent ensemble. Donc, ils savent de quoi chacun est capable. C'est pour ça qu'ils essayent de mettre des garde-fous très tôt pour empêcher que les autres déploient leur stratégie. Mais comme je le dis, le fait de vouloir empêcher peut se retourner contre lui. Ça dépend du peuple zimbabwéen. Je ne connais pas forcément leur mentalité, encore qu'ils sont anglophones. Certainement, M. Atigbe connaît la mentalité, hein, puisqu'il a fait le Zimbabwe. Moi, je n'ai pas fait. J'ai effectué des missions. D'accord. Et je connais la plupart de ces dirigeants. Voilà. C'est au conseil d'administration du pays. Et quand on sait que c'est un pays qui est comme l'Afrique du Sud, un pays qui a connu beaucoup de luttes en interne, on imagine la force de caractère de ces gens-là. Donc quand ils vont se décider à changer le cours de l'histoire, Emerson n'a qu'à bien se tenir. Il ne pourra pas éviter cela, à moins qu'il veuille amener son pays au bord d'une guerre civile. Je ne pense pas qu'il le fera. Quand il va voir que le danger n'est plus du tout, comment on appelle ça, un concept, mais que ça devient une réalité, il va se dire attention, il faut mettre la balle à terre, trouver un consensus, quitte à ce qu'il soit vice-président ou ministre, histoire de pouvoir continuer par manger. Alors, l'escale de cet après-midi nous conduit au Sénégal écopolitique. Même si la Constitution m'en donne le droit, je ne serai pas candidat à l'élection de février 2024. Dixit Macky Sall. Réaction, M. Atigbe. Enfin.
Enfin. Ce que tout le monde, en Afrique surtout, souhaitait. Il a fini par le lâcher. Parce que Macky Sall a mis trop de temps pour clarifier sa position. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait tant de morts avant de dire je ne serai pas candidat, parce que la Constitution le lui impose, la Constitution sénégalaise. Et le Sénégal, quand même, est reconnu pour quand même l'avancée démocratique qu'a connu le pays depuis l'indépendance. Depuis Senghor, qui a démissionné. Ouais. Donc, je pense que d'abord, moi j'ai une pensée vraiment pieuse à l'endroit de tous ces morts qu'il y a eu. Et on n'avait pas besoin de tant de morts. Alors, mais ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que les partisans de ces présidents qui ont eu un mandat électif et autres là, en sont pour beaucoup dans cette situation. Que ce soit au Sénégal aujourd'hui, hier c'était en Guinée. C'est pas pour rien que Kérékou, à un moment donné, quand il a prononcé la phrase « Si vous êtes prêts, je suis prêt », mais ce sont les partisans avec leurs conseils qui mettent les dirigeants dans l'embarras. Parce que on ne peut pas dire d'entrée que celui qui prend le pouvoir, il veut faire l'éternité au pouvoir, des trucs comme ça. Non, mais c'est un jeu d'intérêts. Ceux qui entourent ont des intérêts et ils ont peur de perdre leurs intérêts. Oui, mais justement, est-ce que c'est parce que c'est un jeu d'intérêts qu'on a toujours tendance à vouloir changer les règles du jeu au cours du jeu, M. Atikbe? C'est ça que je vous explique. Nous, là, moi j'ai eu quand même certains mandats électifs. À nos petits niveaux, je dis bien à nos petits niveaux là. Au niveau des syndicats là. Des syndicats, que ce soit national, ou international, régional ou international. Mais quand le mandat arrive à la fin et qu'on doit changer, on connaît la réaction des uns et des autres. Des démocrates vraiment purs et durs qui s'affichent. Deviennent des maquisards. Qui s'affichent tout ça là. Comme mais qui viennent vous conseiller exactement le contraire de ce que les tests ont prévu, des trucs comme ça. Et je m'imagine. Prenez quelqu'un comme Alpha Condé. C'est un peu nos grands frères à nous, mais c'est un peu la même génération. Alpha Condé, il était un homme exemplaire. Il a mené le combat contre Sékou Touré, tout le temps. Et on a applaudi quand on a appris que c'est lui qui remplace finalement Sékou Touré, enfin qui prend la tête de la Guinée. Mais regardez, sa fin, comment ça s'est passé pour cette question de troisième mandat. Donc, moi je dis très sincèrement, nous avons beaucoup de choses parce que c'est des présidents qui n'ont pas été responsables jusqu'au bout. Et permettez-moi, madame, au Bénin, aujourd'hui, c'est sûr que nous sommes dans la même situation. Le président Talon, il faut le féliciter. C'est jusque-là, il dit, je ferai 2 mandats et je partirai. Bah non, avant, M. Atikbe, mais c'était un mandat avant. Quoi? Avant, c'était un mandat unique. On s'est retrouvé à 2 mandats. La Constitution, deux n'est pas loin de 3. Non, la Constitution prévoit 2. Il n'y a pas tellement de choses à reprocher. Quand il avait déclaré que je ferais un mandat unique, la Constitution prévoyait déjà 2. Oui. Mais, chemin faisant. Mais c'est sa volonté. 2 n'est pas loin de 3. Alors, c'est pas au-dessus de la Constitution. Donc, finalement, il s'est référé à la Constitution pour dire je fais 2 mandats. Donc, que les gens laissent les dirigeants. C'est-à-dire que non, tout le monde veut manger. D'accord, tout le monde veut manger, on vous aura compris. Et à quel prix? Alors, je me retourne vers Morgane, le consultant géopolitique. Bon nombre de politiciens estiment et affirment même qu'il a eu à déjouer tous les pronostics. D'autres, par contre, restent sceptiques et ils estiment qu'il y a toujours une ouverture. Chacun de ces 2 groupes d'individus ou de personnalités ont raison à leur façon.
parce que la politique reste la politique. Et malgré l'existence des tests, il y a toujours le contexte. Et le contexte peut encore amener à modifier les tests. Alors, quand vous restez dans le cadre de la déclaration de Macky Sall et de tout ce qu'on lui impute comme tort que cette lenteur dans la déclaration a pu causer, et que vous essayez d'avoir une approche scientifique, on ne peut pas mettre la mort des citoyens sur le dos du président Macky Sall, parce que la Constitution ne dit pas que le président, à quelques mois ou à 2 ans, doit déclarer qu'il ne briguera pas ou qu'il ne sera pas candidat. D'un point de vue purement scientifique, il n'est même pas obligé de le dire jusqu'à ce que son mandat prenne fin. Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'il y a une sensation du contexte social, pas seulement sénégalais, mais régional, qui déjà voit un 3e mandat à tout bout de champ. C'est-à-dire, lorsque le mandat d'un président se rapproche de la fin, tout le monde commence à dire, mais est-ce qu'il n'y aura pas un 3e mandat? Et toute tentative de révision de la Constitution est tout de suite assimilée à un 3e mandat, ce qui ne devrait pas être ipso facto. Et donc, qu'est-ce qui fait que c'est ipso facto et que parfois ça passe? C'est le même problème. La difficulté, pour ne pas dire une incapacité, mais la difficulté des partis politiques à jouer leur rôle au sein des instances de fabrication des règles que doivent observer la société. Et je parle bien ici de l'Assemblée nationale. Et on se rend compte que les partis politiques, constatant pour la plupart leur difficulté à pouvoir agir à l'Assemblée, se servent à tort ou à travers de la population pour faire le combat ou pour mener le combat dans les rues. Et tout combat dans les rues a des conséquences parce qu'il y a une question de test qui dit qu'il faut maintenir l'ordre public. Et tout trouble à l'ordre public constitue une mesure qui nécessite l'intervention des forces de l'ordre. Et dans cette intervention, qu'on le veuille ou non, on se livre parfois à des risques qu'on ne souhaite pas. Donc, imputer ipso facto les morts à Macky Sall, c'est quand même fait du tort au contexte, disons, des tests en vigueur au Sénégal. Maintenant, si on revient à la part de responsabilité, non seulement des citoyens, mais des autres acteurs politiques, comme Sonko, la part de responsabilité est aussi là. Et il faut, et la situation avec M. Ousmane Sonko met sur la table un autre débat. Lorsque le judiciaire implique qu'il faille se comporter de telle manière et que le contexte social, la tension qui existe, donne la capacité à un acteur, surtout lorsqu'il est politique comme Sonko, de pouvoir faire en sorte que la population se mobilise pour aller plus ou moins à l'encontre du système judiciaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le leader ou l'appareil gouvernemental doit surseoir à l'application, à la mise en œuvre de l'appareil judiciaire parce que celui qui est concerné est un acteur politique de grande influence? Si la réponse est oui, donc on peut dire que le gouvernement a un problème. Mais en regardant tout cela, ça c'est de façon scientifique. Si on veut aller au-delà de la science et on veut s'appesantir sur l'histoire du Sénégal, on se rend compte que c'est une tradition au Sénégal qui a une société civile qui fait une veille très minutieuse et qui ne se laisse pas faire, ne se laisse pas influencer. Cette société civile qui avait aidé Macky Sall en son temps aussi. À se retrouver là où il est aujourd'hui. Et donc peut-être ils ont des informations que nous n'avons pas et qui leur permettent de continuer ce combat. Alors justement, Morgana Sogba-Metonji parlait de Ousmane Sonko. On se rappelle que lors de sa sortie médiatique sur France 24, il a déclaré, je cite, « Beaucoup de gens ont félicité le président sortant pour avoir respecté simplement la constitution de ce pays. C'est triste pour l'Afrique. » Votre réaction, Monsieur Adibada?
D'abord, je veux revenir. Non, je ne vous permets pas de rebondir parce que je vous connais. On va directement non, parce que Monsieur Bada, allez directement parce que la partie sénégalaise est juste une escale qui ne fait pas partie intégrante de l'émission. Je suis aussi sénégalais. Non, c'est pas fait d'être sénégalais ou pas. Répondez à ma question parce que je vous connais, Monsieur Bada. Allons-y. Votre réaction par rapport à la déclaration de Monsieur Ousmane Sonko. Le Sénégal a une tradition de démocratie. Le Sénégal, c'est un pays qui a le pays de la Teranga où tout se dit, c'est un pays de soleil où le sang est chaud, où on n'est pas prêt à se laisser piétiner. Macky Sall a profité d'une situation par rapport à Wade. Et aujourd'hui, il joue le même jeu et on a des morts. Ce que Sonko a dit, quand on va prendre la Constitution, c'est une aberration de féliciter un gars comme Macky Sall dans le jeu qu'il fait, parce que c'est un jeu politique. Personne autour de cette table ne peut dire ce qui adviendra demain. Parce que Macky peut avoir dit ça et demain changer de décision. Comme il peut l'avoir dit et respecter sa décision. Sonko nous rappelle juste que du point de vue juridique et du point de vue des tests, Macky n'avait même pas besoin de dire je ne veux pas briguer un troisième mandat. Il se retire purement et simplement. Tout à l'heure, Morgan disait qu'il n'a pas peur de troisième mandat, mais il a tout fait pour faire planer cette volonté de faire un troisième mandat, à travers ses déclarations, à travers les actes qu'il posait, à travers ses partisans. Parce qu'en politique, la plupart du temps, on ne dit pas soi-même, on fait dire. Donc, les gens ont compris très tôt qu'il avait cette velléité de troisième mandat. Ils se sont dit, non, ça ne se passera pas. Encore que c'est pas fini, hein? Oui, parce que, écoutez, nous avons le cas, reste toujours ouvert. Le cas Ouattara, qui pourrait faire école. Nous avons le cas Bazoum, qui pourrait faire école. Et il faudrait qu'on continue de veiller. Parce que personne ne construira l'Afrique pour nous. C'est nous qui sommes les acteurs. Par contre, si, comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est parti pour partir, ou alternance pour alternance, il faut revoir la chose. Mais nous devrons faire un effort de respecter les tests que nous sommes assis et dont nous avons accepté le contenu. Si nous ne pouvons plus avoir de parole et respecter ce qui a été un consensus, ça voudrait dire que notre continent part à la dérive. Et c'est ça le drame aujourd'hui. Il ne faudrait pas que pour des intérêts égoïstes, qu'on devienne tous hypertrophiques de notre ego et qu'on dise attention, c'est moi qui vais passer. Non. Il faut penser que c'est notre pouvoir, nous le tirons du peuple. La souveraineté, c'est le peuple qui vous le donne. Vous n'êtes personne sans le peuple. Donc c'est le peuple qui vous fait. Pourquoi un jour, parce que vous êtes aujourd'hui au pouvoir, vous voulez écraser ce peuple et faire votre volonté? Non. Vous n'êtes qu'un représentant. Vous n'êtes pas leur papa, vous n'êtes pas leur maman. Vous êtes le dépositaire d'un pouvoir et on dit en fond, Gandou doit faut pas y mettre au dos. Donc il y a un certain moment où vous devrez, c'est une chaussure que vous portez, on vous a donné un pouvoir, un jour vous allez l'enlever. Donc pensez à l'avant et à l'après en vous comportant suffisamment bien pour que demain, comme le sera certainement notre président Talon, vous soyez porté en triomphe. Voilà. Troisième sujet de cet après-midi, nous allons en Turquie. Vous avez écouté, chers internautes, chacun a donné son avis par rapport aux échos politiques du Sénégal. La Turquie, pourquoi ce jeu d'équilibre d'Istanbul? Erdogan a reçu Zelensky en fin de semaine. Morgan. C'est intéressant que Zelensky se déplace vers Erdogan. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on regarde l'ensemble du paysage international, et on essaye de cibler les acteurs qui ont un potentiel de décrispation de la situation de crise entre l'Ukraine et la Russie. Jusque-là, il n'y a que la Turquie qui a pu obtenir un deal. Et donc, si Zelensky se déplace vers la Turquie, c'est bon pour le monde entier. Parce que la Russie écoute aussi la Turquie. On ne sait pas comment Erdogan s'est arrangé, mais il a quand même su, d'une façon ou d'une autre, s'imposer de façon crédible aux deux acteurs. Maintenant, qu'est-ce que Zelensky va concrètement chercher chez Erdogan? Je pense qu'il faudrait qu'on passe un coup de fil à Erdogan pour le savoir. Mais ici, je peux déjà dire qu'on a un besoin financier, économique, criard en Ukraine. Une guerre, ça se finance. Les acteurs qui ont, au départ,
promis et envoyé suffisamment d'argent à l'Ukraine pour nourrir cette guerre du côté ukrainien commencent à être fatigués. Pas parce qu'ils n'ont plus les moyens, mais parce que les moyens qu'ils ont envoyés en Ukraine n'étaient pas au départ prévus pour l'Ukraine. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'ils ont un devoir de compte rendu. Et pour la plupart de ces acteurs majeurs, l'heure des élections, l'heure de rendre compte, les campagnes sont en train de se rapprocher. Et aujourd'hui, l'acteur majeur qui finance énormément, c'est bel et bien l'Américain, les États-Unis. Et on sait que les échéances se pointent à l'horizon. Et donc, les États-Unis, même au niveau du Congrès, commencent à remettre en cause ce soutien financier, surtout financier, à Zelensky. Mais comment est-ce que l'Ukraine peut faire entrer des devises en pouvant commercer? Et qu'est-ce que l'Ukraine a à vendre? Ce sont les céréales et tout le reste. Et on sait qu'il y a un blocus aujourd'hui qui empêche que le commerce entre l'Ukraine et le reste du monde soit effectif. Alors, monsieur Guillaume Atiglé, je me retourne vers vous. Pourquoi, selon vous, lors du début de ce conflit, la Turquie semble être un médiateur, l'ultime médiateur, si on peut s'exprimer ici? Bon, ultime, non, la Turquie s'est imposée avec le temps. Je crois que la Turquie, dans cette guerre, a pu se créer une position de quelqu'un d'incontournable. La Turquie a ses propres problèmes avec les Occidentaux. Et cherche une certaine crédibilité auprès de ces derniers. Vis-à-vis de la Russie, il sait qu'il y a cette guerre-là. Et les Occidentaux ont fait un choix. C'est aider massivement l'Ukraine à travers les armes et tout ça là pour affronter la Russie. Or, tout le monde sait qu'une guerre finit toujours par des négociations. Et Erdogan s'est attaché à ça. Donc, même la Russie, finalement, a trouvé en cet allié-là, enfin, en la Turquie, pas un allié, en la Turquie, disons, quelqu'une sur laquelle on peut asseoir, ne serait-ce que momentanément, une politique pour se rapprocher des Occidentaux. Parce qu'il y a la réunion de l'OTAN qui se profile à l'horizon. Et la Turquie est déjà sur le champ suédois, où ils empêchent la Suède d'adhérer à l'OTAN. Et donc, cela, déjà, est un problème. Comme la Turquie, comme l'Ukraine tient beaucoup aux Occidentaux, les choses, la Turquie pense les tenir par là. Donc, je pense que Erdogan aujourd'hui est dans un rôle d'incontournable, de mon point de vue. Que ce soit vis-à-vis des Occidentaux et même vis-à-vis des Africains. Alors justement, je veux savoir, M. Adebada, cette position équilibriste d'Istanbul cacherait-elle quelque chose? Si oui, quoi? J'aime bien votre adjectif équilibriste, parce que c'est une position tellement équilibriste qu'elle risque de voler très vite en éclats, beaucoup plus vite que nous le croyons. Parce que Erdogan a dit qu'il serait pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Ce sera l'événement qui va créer vraiment une troisième guerre mondiale. Aujourd'hui, nous en avons les prémices, mais si jamais ça arrivait, avec la position actuelle de la Russie, qui pourrait avoir le soutien des BRICS, le monde va connaître une autre guerre à laquelle personne ne s'attendrait.
la Turquie essaye de trouver un moyen de s'imposer à l'Europe et de pouvoir répondre ou de pouvoir traiter d'égal à S'imposer à égal. l'Europe ou alors forcer l'Europe à adhérer Voilà. à l'Union européenne? Non, non. Pas forcément forcer l'Europe, mais s'imposer d'une certaine manière parce que la Turquie aussi a des besoins qu'elle veut satisfaire. Et c'est normal, tout État... Surtout son adhésion à l'Union À l'Union. européenne. Voilà. Surtout ça. Voilà. Tout État, parce que la Turquie à la porte de l'Europe, il y a quand même un moment. Ils sont en train de frapper à la porte depuis un moment. Et entrer dans l'Union européenne, pour eux, c'est une manière de mieux exister. Voilà. C'est comme si ils attendent ça comme un saut de validité, parce qu'ils sont dans l'Europe. Mais non. La position que Erdogan a par rapport à la Russie, je ne connais pas ses relations avec Poutine, parce qu'il aurait bien fallu qu'il ait de très bonnes relations avec Poutine pour que Poutine l'écoute. On sait que Poutine, c'est pas la personne la plus facile à convaincre. Donc, mais si aujourd'hui, il a certains propos, à moins qu'il se soit déjà entendu avec Poutine pour jouer un certain jeu, parce qu'il ne le fera jamais avec Zelensky. Zelensky, quoi qu'on dise, c'est une marionnette dans ce jeu-là. Il croit qu'il... Il a cru qu'il était une marionnette. Non, il n'a pas cru, il est une Non, marionnette. je parle du président Poutine qui a cru que Zelensky était une marionnette. Non, c'est pas que... Non, vous voyez aujourd'hui, Zelensky, il est tiré de toutes parts. Donc il est une marionnette de tous les acteurs. C'est un peu ça. Mais lui-même, il ne s'en rend pas compte. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé des pays qui sont essoufflés de soutenir cette guerre. Mais ces pays, en soutenant cette guerre-là, c'est aussi pour avoir des retombées économiques. Ils n'ont pas soutenu la guerre pour faire plaisir à l'Ukraine, ou pour sauver l'Ukraine, ou pour Zelensky. Et Zelensky, dans ce jeu-là, c'est lui qui, à un certain moment, il aurait pu signer un accord avec la Russie et éviter que cette guerre-là ne perdure. Mais la Turquie, aujourd'hui, profite de cette situation pour se faire entendre et pour exister. Mais comme je le dis, si Erdogan ne sait pas bien jouer, à moins qu'il ait une entente secrète avec Poutine, ce qui est possible parce que Poutine, sachant qui est l'homme, il joue sur beaucoup de tableaux. C'est un joueur d'échecs très très avancé. Donc si ce n'est pas le cas, nous allons dans une situation très ambiguë dont il faudrait déjà commencer par voir les prémices et éviter le clash. Le consultant en géopolitique, le fait de permettre à Zelensky de rapatrier plusieurs commandants ukrainiens dans son pays qui ont été arrêtés par la Russie, et le fait également de pousser de son côté les nerfs du Kremlin à vif, là je veux parler du président turc, tout porte à croire que le président ukrainien aime bien être sous pression vis-à-vis de ses alliés, aussi bien ceux de l'Est que de l'Ouest. Le président ukrainien. Le président turc, pardon. Le président turc. Est-ce qu'on peut parler de sous-pression? On parlera de sous-pression si on considère l'ensemble de la scène internationale comme une scène à pression. Mais si on veut parler de la pression, qu'il estime qu'il a trop de pression, non. Le monsieur qu'est le président turc, Erdogan, est dans des calculs très minutieux. Vous l'avez fait ressortir tout à l'heure. Il veut rejoindre, ou il voulait rejoindre jusqu'à dans un passé très récent, l'Union européenne. La question est de savoir si c'est toujours le cas aujourd'hui. Deuxième chose, il arrive à faire jouer la volonté de rejoindre l'OTAN. Quand vous regardez les deux acteurs, la Russie ne veut pas entendre parler de l'Ukraine qui rejoint l'OTAN. L'Ukraine veut rejoindre l'OTAN. La Turquie est le seul pays aujourd'hui qui semble avoir le pouvoir de décider de qui rejoint l'OTAN ou pas. Donc, il concilie naturellement les intérêts des deux parties par rapport à la question de l'OTAN. Maintenant, par rapport à la question de l'armement, la question humanitaire et tout ce qui va avec, on se rend compte que la Turquie est le seul pays qui ne contribue pas autant que les autres pays à renforcer les capacités de l'Ukraine. Et donc, là, il s'agit d'un plan assez minutieux et heureusement qu'il a été réélu. Heureusement que... Pour une fois, il a fait une amende honorable. Parce que il a été réélu. S'il n'était pas... Il a tout fait pour être réélu. S'il n'était pas réélu, on ne parlerait plus de la Turquie crédible
pour les négociations parce que son vis-à-vis avait toute une autre façon de voir l'Europe, toute une autre façon de voir les Occidentaux et toute une autre façon de voir la Russie. Donc aujourd'hui, je pense que tous les acteurs sur la scène internationale, et c'est ce qui pourrait même expliquer sa victoire, sont d'une façon ou d'une autre pour le métier de Erdogan en Turquie, parce que la Turquie, même sur le plan géographique, lorsque vous regardez la géographie de la Turquie, c'est très important pour ce qui se passe actuellement en Europe entre la Russie et l'Ukraine. Donc, il ne s'agit pas de pression, mais il s'agit de calculs minutieux qui certainement porteront des fruits, même si je partage l'avis de mon confrère qui dit que cela pourrait voler à l'éclat. Mais je pense, comme vous-même vous l'avez dit, c'est des jeux. La Turquie voudrait bien voir l'Ukraine rejoindre l'OTAN. Ça ne signifie pas que la Turquie va aider l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. Alors justement, en parlant de calcul, là nous terminons par le Japon cet après-midi. Les liens du pouvoir avec la secte Moon mis à nu. Il y a un an, Shinzo Abe était assassiné en pleine rue au niveau de Tokyo. C'était lors d'une campagne électorale. Monsieur Atigwe. Oui. Il était assassiné un an plus tard. On découvre que le pouvoir avait des accointances avec... Cet assassinat a surpris plus d'un, compte tenu quand même de la culture japonaise. On connaît le Japon, on connaît les Japonais quand même pour leur... côté affable. Côté affable, merci. Et puis il y a eu ça. Ça a surpris tout le monde. Surtout quelqu'un comme Shinzo Abe. Alors, c'est là, justement, que nous devons faire beaucoup attention. Ce qui n'a pas l'habitude d'arriver peut arriver. Et il y a des prémices à ces genres de situations. Le problème des religions, le problème des sectes par rapport à la politique. Je crois que nous devons faire beaucoup attention. Parce que il existe une constitution qui régit quand même un certain nombre de règles au niveau supra, au niveau de la République. Les religions ont leur rôle. Les partis politiques également ont leur rôle. Mais cette tendance, je ne parle pas seulement d'immixtion des religions dans la politique, mais cette tendance même des religions à supplanter le politique, ça va nous amener, de mon point de vue, dans le décor. Ça va amener non, il vaut mieux dire la chose telle. Nous avons eu Banamé dans notre pays. Ça va amener dans le décor parce que chacun a son rôle, chacun a ses prérogatives. Oui, mais... Non, attendez, madame, je n'ai pas fini. Alors, à partir de ce moment-là, ce qui est arrivé là-bas avec le 7 Moon, je crois. 7 Moon. Regardons-nous en face. Nous regardons. Regardons-nous en face. Je pense que ce que nous avons commencé par faire chez nous de façon précoce, je dis bien de façon précoce. Le Bénin est une république. Nous avons nos tests, nous avons notre constitution. Il n'y a pas vacance de pouvoir. Il n'y a pas vacance de pouvoir. Il y a un chef d'État qui est élu, qui est là. Laissons-le faire son mandat. D'accord. Et le terminer. D'accord. Ces relents-là, qui consistent à faire choses-là, moi je pense que... Chose-là, ça veut dire quoi? C'est pas vous qui posez les questions, monsieur, madame. C'est moi qui pose les questions. Qui consiste... Non. Laissez monsieur Atigbe. Qui consiste à prendre la place des politiques ou des partis politiques dans les cathédrales ou dans les choses, ce n'est pas bon.
D'accord, on vous aura compris. Alors, je me retourne vers Monsieur Morgana Sogba-Metondi. Cet assassinat nous a permis aujourd'hui, du côté du Japon, de nous rendre compte de l'influence qu'ont ces sectes au niveau du pouvoir et de finir même par comprendre que ces sectes sont même au cœur du pouvoir au niveau du Japon. Oui, et je vais quand même dire que cela n'existe pas qu'au Japon et que cela n'est pas nouveau. Quand vous remontez même dans l'histoire des relations internationales, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, c'est le pape qui décidait du roi, qui consacrait le roi, et que le roi avait toujours le pape à côté. Et on avait à des moments donné l'impression que le pape était le roi, parce que le mariage, pour ne pas dire la collaboration entre le religieux et le pouvoir, est une thématique tellement profonde et importante qu'il est difficile, même si on l'a fait de façon officielle et de façon institutionnelle, de séparer le religieux du pouvoir, comme il est difficile de séparer l'esprit du corps quand il est en action. C'est vraiment impressionnant lorsque vous regardez l'histoire des relations internationales. Et donc, ce qu'il faut dire ici, c'est quoi? C'est que la situation religieuse, une fois de plus, a pris le dessus sur l'objectif social. Ce qui a amené cet individu à se permettre de tuer. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il ne s'est pas caché et il n'a même pas pris la fuite. Il savait qu'il était en mission suicide, comme un kamikaze, mais qu'il était prêt à faire face parce qu'il s'est exprimé. Il a donné les raisons pour lesquelles il a commis ce crime et il n'a pas émis un seul regret. Aujourd'hui, on lui donne raison. Hein. Et aujourd'hui, vous avez raison. Des faits qui lui donnent raison. Et donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, la question est en train de prendre une autre dimension, mais qu'elle existe depuis et on ne peut pas les séparer. C'est très complexe. Il y a eu des gens qui lui sont venus au secours. C'est-à-dire qu'au lieu d'être condamné à mort, on dit non. Il y a des gens qui le soutiennent. Alors, pour sortir de ce sujet, dernière question, elle sera adressée à vous, M. Bada. Cette situation qui prévaut au Japon, comme l'a dit M. Morgana Sogba-Metondi tout à l'heure, interpelle tous les politiques, qu'ils soient occidentaux, africains, de l'Amérique latine, par rapport à la place de ces mouvements dans l'arène politique dans nos pays. Oui, ça interpelle à plus d'un titre, d'autant plus que Karl Marx a été un précurseur en nous rappelant que la religion est l'opium du peuple. Nous ne pourrons pas faire ce mélange-là, c'est un mélange explosif, parce que chacun des deux parties a ses intérêts. Et on a tendance à laisser la religion imposer, faire un dictat aux politiques. Alors que la religion ne détient pas la science infuse et la vérité. Chacun de nous, étant humain, nous avons notre propre opinion, notre propre vision, qui n'est pas une vision générale. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus facile pour les fidèles d'écouter le pasteur, l'imam ou bien parce qu'ils agissent au nom des pauvres. Oui, et vous savez... En mettant les pauvres devant... Voilà, non seulement ils agissent au nom des pauvres, mais ils appauvrissent encore plus les pauvres. Et aujourd'hui, c'est là où il faudrait faire un gros travail d'éveil et de réveil de nos consciences pour qu'on fasse la part des choses. Les mouvements profitent de la naïveté des populations et de ce besoin de s'accrocher à quelque chose pour continuer, pas espérer. Parce que la religion, quoi qu'on dise, surtout les religions dites du livre, ont un support qui permet aux gens de se dire, donc si c'est ça, je peux espérer. Mais le meilleur des espoirs, c'est en vous-même, c'est dans votre conscience, c'est dans qui vous êtes et dans votre volonté à aller de l'avant. Donc aujourd'hui, nous devons tout faire pour éviter de nous retrouver au creux de la vague de la rencontre de ces deux réalités qui sont la religion et le politique. Et les deux parties devraient essayer de rester dans leur couloir. Je ne vais pas leur refuser une collaboration, mais une collaboration constructive et non basée sur des intérêts égoïstes, parce que ce sont ces intérêts-là qui conduisent à ce à quoi nous assistons. Et aujourd'hui, entre les deux, il y a un qui joue le premier rôle et un second qui est là, qui accompagne. Et voilà. Et c'est ça. La politique sont la politique. C'est ça qu'il faut éviter. Voilà, chers panélistes, cet après-midi. Voilà, chers amis internautes, chers
Téléspectateurs de Zahel Télévision, le monde en 52 minutes, fin et stop. J'ai reçu pour vous Guillaume Atibé, expert en questions syndicales, Morgan Asokma Metonji. Il est consultant géopolitique, et Adebada qui est juriste. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bon après-midi. Retrouvons-nous le lundi prochain pour de nombreux échanges encore.